Bonjour à tous. Donc cet après-midi, on est là en tout cas pour une bonne demi-heure donc pour la présentation de la keynote numéro 3 qui s'intitule « Vers un nouveau modèle de valorisation foncière des projets urbains à mission ». Donc n'hésitez pas à réagir sur Twitter X. Vous avez donc le hashtag entretien CDV et @4deville. Donc nous sommes avec Charlotte Girard. Donc comme vous le savez, le foncier est le nerf de la guerre dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme. Et quand les professionnels de la ville créent un espace vert dans un quartier, par exemple, on a plus souvent tendance à penser que c'est un investissement à fond perdu, parce que c'est un espace qui ne rapporte pas d'argent. Et pourtant, et si ce foncier à vocation écologique avait une valeur autre qu'environnementale, et si cette valeur pouvait être mesurée, c'est ce que va nous présenter donc Charlotte Girard, qui est directrice transition, RSE et innovation au sein de SNCF Immobilier. Donc, petite question en préambule, Charlotte. Donc, vous êtes à la tête de la direction transition, RSE et innovation. Et voilà, quel est concrètement le rôle de cette nouvelle direction au sein des SNCF Immobilier et pour quelles raisons est-ce que cette direction a été créée? On vous écoute. Très bien. Bonjour à tous, enchantée. Alors, je vais en quelques diapos résumer ce qu'on fait et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, SNCF Immobilier, peut-être certains connaissent, d'autres pas. En gros, on représente environ 113 000 hectares si on considère les voies. Alors, on considère, nous, qu'il faut enlever les voies puisque c'est de l'ordre de 83 000 hectares qui permettent de faire rouler les trains. Donc, c'est de l'ordre de 30 000 hectares que nous gérons pour des projets autres que du ferroviaire pur et dur de trains qui circuleraient sur les voies. Donc, c'est aussi tous les immobiliers de production de la SNCF, tous les ateliers, tous les sites médicaux, sites sociaux de la SNCF. Et donc ça représente de l'ordre de 8 millions de mètres carrés. Et les 4 millions de mètres carrés restants, c'est la partie gare, donc, qui est gérée par Gare et Connexion, là où il y a des voyageurs qui relèvent d'une autre réglementation. Et donc, SNCF Immobilier, on gère à peu près 70% de ce patrimoine bâti de la SNCF sur l'ensemble du territoire français et dans des zones qui sont généralement des zones d'activité urbaine et économique. C'est important de présenter nos missions parce qu'aujourd'hui, on a 3 grandes missions et sachant que l'essentiel de à la fois nos équipes et nos ressources vont vers la gestion du parc immobilier de production. Donc le coût de l'immobilier de la SNCF, c'est de l'ordre de 1 milliard d'euros annuel. C'est le deuxième poste de dépense de l'entreprise. Et c'est à peu près pareil chez tous les gros acteurs industriels. Il vous faut du foncier pour avoir des sites de production industrielle. Évidemment, ces fonciers, ils vont évoluer selon les besoins industriels et économiques, selon la géographie et l'histoire des territoires. Et peut-être certains vont devenir inutiles aux ferroviaires et vont pouvoir accueillir des projets de valorisation urbaine. Et puis enfin, dans la 3e mission qu'on a aujourd'hui, il y a la question du logement, en particulier du logement social avec notre filiale ICF Habitat, qui c'est de l'ordre de 100 000 logements. C'est des logements pour un tiers à peu près occupés par des cheminots et qui ensuite sont ouverts à tout citoyen sur le territoire. Aujourd'hui, dans nos préoccupations fondamentales sur ces 3 métiers, il y a une ambition très forte sur la question environnementale et sociale. Peut-être vous avez vu ou vous voyez régulièrement les annonces que peut faire le groupe SNCF sur les sujets de transition environnementale. C'est vraiment aujourd'hui au cœur de notre stratégie sur les territoires et en termes économiques et industriels. Et donc, de la même façon, l'immobilier aujourd'hui est totalement percuté par ces sujets. Alors, il est percuté, mais en ayant quelques richesses. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que l'histoire et la géographie dont je parlais, elles ont finalement permis de créer ce qui est aujourd'hui une ressource très précieuse, qui est cette ressource foncière, qui est particulièrement précieuse, certes, de fait des tailles de ce foncier, mais aussi du fait de ses configurations multiples dans tout type de territoire, tout type d'actifs. Et cette image, elle permet de montrer qu'on peut avoir aussi bien 80 hectares quasiment de friches naturelles, limite forestière à Landes en Laine, avec une rotonde classée inscrite au cœur de cette forêt de fer, en fait, qu'un site comme à Lyon avec le site de la Mulatière ou un bâtiment à la gare de Lunel qui a permis d'accueillir par exemple une permanence architecturale avec les équipes de Patrick Bouchin. Donc ces actifs ferroviaires, on considère aujourd'hui que ce sont des ressources précieuses, en particulier parce qu'ils sont aussi déjà artificialisés près des transports. Et justement, ça tombe bien, on avait commencé en 2015 à la création des SNCF Immobilier
à se dire que la question foncière et immobilière était au cœur des questions de transition. Alors on l'avait abordé par une phase un peu particulière qui est l'urbanisme transitoire, je ne reviendrai pas dessus. On a fait un certain nombre de projets, beaucoup d'acteurs aujourd'hui en font et ça devient un mode opératoire assez classique. On a décidé aussi qu'au-delà de l'urbanisme transitoire, il y avait vraiment l'urbanisme de transition, qui est cette idée qu'on peut porter avec ces terrains, avec ces bâtiments, les éléments d'une transition environnementale et écologique. Ça veut dire des temps d'inscription des projets qui sont beaucoup plus longs et ça veut dire aussi une façon d'évaluer et de mesurer les impacts au vu de ce que ça produit en termes environnementaux et sociaux. Et donc de cette première réflexion qui a été un peu le lieu de la R&D pour nous, de laboratoire de nos questions urbaines, on s'est assez vite rendu compte qu'on allait buter sur un sujet qui est pour tout le monde d'actualité, qui est cette fameuse sujet des limites planétaires. Alors qui permet aujourd'hui d'organiser les questions de planification écologique telles que le gouvernement les présente. Mais évidemment, toute l'action que j'ai présentée précédemment, tout ce patrimoine, tous ces actifs sont totalement à revoir, à réinventer, y compris dans la façon dont ils peuvent jouer un rôle social, urbain, environnemental et économique, au vu de ces fameuses limites planétaires qui, chaque mois, on voit tomber une nouvelle. Et c'est vraiment un sujet qui nous tient beaucoup à cœur aujourd'hui, et qui rejoint un autre sujet que certains connaissent. Alors, après, on peut discuter de tous ces concepts, évidemment, mais en tout cas, ils sont assez opérants pour commencer à réfléchir. C'est cette question du donut, c'est-à-dire il faut certes être soutenable en termes environnementaux, mais tout ça ne marchera que si c'est socialement acceptable. Et donc aujourd'hui, la transition, c'est cette transition juste, c'est-à-dire juste besoin, juste réponse et juste socialement. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à s'interroger sur comment il fallait par conséquent réfléchir à des nouvelles méthodes de valorisation foncière qui intègrent les sujets de valeur environnementale et sociale, c'est-à-dire que ce n'est pas des sujets qui sont à côté, ce n'est pas de l'évaluation extra-financière, c'est vraiment des éléments constitutifs de la valeur. Alors certes, ça rebouscule un certain nombre de façons de fonctionner, mais il faut qu'on intègre ces nouvelles valeurs dans la valeur qui aujourd'hui guide nos actions. Et de fil en aiguille, alors évidemment c'est une référence assez simple ou en cas évidente à Bruno Latour, c'est cette question de qu'est-ce qui compte vraiment, qui compte, comment on compte. Et finalement, quand on compte ce qui compte vraiment, on voit bien chacun, tous, selon les métiers qu'on pratique, que ça nous re-questionne. Et donc on a une vraie question métier aujourd'hui qui se pose par rapport à ces questions de valorisation de nos projets et nos valorisations foncières. Par conséquent, on s'est dit on ne peut pas mesurer uniquement la question du mètre carré constructible sur un terrain. Il faut qu'on regarde les usages, les services que rendent des projets. Et par conséquent, on a fait un peu la pirouette, c'est-à-dire qu'on a pris un terrain d'1 hectare à Paris. Alors évidemment, le calcul est assez impressionnant et il serait sûrement moins fort ailleurs. Mais en tout cas, c'est cette idée, pour donner cette valeur à ce terrain, plutôt que de regarder les mètres carrés qui seraient potentiellement construit, c'est quels usages, quels services pourraient rendre un espace vert, un parc, quels services de santé, quels services de bien-être, qu'est-ce que ça pourrait donc générer comme valeur et quelles sont les possibilités de redistribuer et donc évidemment de capter cette valeur. Alors pour commencer, on a été assez méthodique. Alors je vous prie d'accepter, c'est vraiment un travail de test. C'est pas la méthode qu'aujourd'hui on utilise partout, mais c'est les questions qu'on a commencé à se poser et pour lesquelles on aimerait être rejoint sur ces questionnements. On a regardé par conséquent sur un espace vert qui serait créé, quel type de valeur d'usage on pouvait identifier. Et on a essayé de donner pour chacune de ces valeurs un montant en euros. Alors vous allez voir évidemment que le calcul de la valeur foncière écrase tout, mais on voit qu'il y a des services rendus qui peut-être, si on les regardait autrement, ou en tout cas sur un temps plus long, permettraient de trouver des économies ou des créations de valeur auxquelles aujourd'hui, dans le temps immédiat, on ne pense pas forcément. Donc par exemple, question assez basique, la création d'espaces verts, c'est une des principales attentes des habitants envers leur commune. Donc là, on voit bien qu'on va déjà répondre à une question de valeur sociale qui est en réalité difficilement mesurable et monétisable. Et ça, il faut peut-être qu'on commence à accepter dans nos façons d'évaluer des projets. Tout n'était pas réductible à une question d'euros. Ensuite, si on veut regarder des éléments beaucoup plus factuels, le fait de planter des arbres, on sait que ça fait des réductions des îlots de chaleur, que du coup, on peut en déduire des réductions de consommation énergétique pour la climatisation aux abords de l'ordre. Donc nous, on a proposé 60%, mais ces calculs seraient à faire et à refaire selon les situations. Mais en tout cas, on peut tout à fait tracer
un lien entre les arbres, la réduction de la température et le fait de moins utiliser, par exemple, de la climatisation. De la même façon, on a la question de la qualité de l'air. Là aussi, on peut mettre en face du fait de planter des arbres ou d'un espace vert, la réduction de la pollution de l'air et de chiffrer par rapport aux bénéfices pour la santé. Alors, je crois qu'en Ile-de-France, c'est à peu près 1 000 euros par an que coûte la question de la qualité de l'air par citoyen. Bon, si on réduisait ou qu'on améliorait cette qualité de l'air, de combien d'euros on parlerait ? Un autre calcul intéressant, donc c'est tous ces calculs sur la santé. Donc là, les Européens ont pas mal développé ces techniques. Donc on a regardé ce qui peut se passer dans d'autres pays. Comment en effet on peut essayer d'estimer des réductions des frais de santé pour le coup du fait de présence d'espaces verts à proximité. Alors plus on est près, évidemment, plus on en bénéficie. Dans les évaluations aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte, on sait qu'un espace planté sur la question des ruissellements des eaux va permettre des économies dans la gestion des eaux de pluie pour la collectivité. Ça aussi, on peut évaluer. Alors, c'est des calculs, encore une fois, vraiment de tests. Mais pourquoi pas creuser ces méthodes et réussir, en effet, à avoir un corpus de références de valeurs qui nous aiderait à mieux définir ces valeurs environnementales et sociales. Après, la chose assez simple et évidente, mais malheureusement, aujourd'hui, même à 100 € la tonne carbone, on est très loin des valeurs foncières. C'est en effet ce que permet de capturer un arbre en termes de CO2. Et le gros du sujet aujourd'hui, en réalité, c'est quand on crée des espaces verts, quand on crée des aménités, quand on crée des infrastructures écologiques, en réalité, on va permettre des augmentations de valeur. Alors, tout est ensuite des questions d'échelle dans le temps, d'échelle spatiale. Mais on a fait un petit calcul rapide. Selon la distance à laquelle se trouvaient les logements par rapport à cet espace vert, quelle était la valeur et l'augmentation de cette valeur immobilière sur 50 ans. Et alors évidemment, on arrive à des chiffres colossaux, on est en plein Paris, donc on est quasiment à 175 millions d'euros sur 50 ans si on considère tous les logements jusqu'à 1000 mètres de cet espace vert. Donc c'est pareil, c'est des chiffres qui seraient soumis à des grandes discussions. Mais pas de la même façon, c'est une méthode d'évaluation finalement. Quand quelqu'un va acheter un appartement à proximité d'un espace vert, ça semble évident à tout le monde qu'il va pouvoir éventuellement le payer plus cher que plus loin de cet espace vert. Or là, on commence à être sur des choses très intéressantes puisque via les droits de mutation, la collectivité qui éventuellement a été le fait générateur de ce programme ou de cet espace vert, sur 50 ans, va récupérer une partie de la non-valeur qu'on pourrait appeler du fait de la création de l'espace vert. Et c'est là où on se dit qu'il y a sûrement des systèmes de récupération ou de portage de ces valeurs environnementales qui permettraient plus facilement d'aider les collectivités à financer ce type d'investissement. Donc là, on a résumé sur une pyramide. Alors, on voit l'écart complètement dingue entre la question de la valeur purement immobilière et les questions de valeur, ne serait-ce que de... Oups, j'ai peut-être moi qui ai appuyé sur... Non, c'est bon. Que les questions simplement de valeur carbone ou de valeur d'économie sur les frais de gestion. Mais globalement, on pourrait dire qu'une valeur RSE d'un projet d'espace vert sur 1 hectare, sur 50 ans, peut créer de l'ordre de 180 millions d'euros de plus-value. Et ces 180 millions d'euros de plus-value sont finalement une façon... Alors, c'est une composition de valeur, c'est pas exactement ça, mais ne serait-ce que la moitié de cette valeur, par exemple, peut certainement nous aider à porter des investissements écologiques et sociaux sur ces territoires. Alors face à cette analyse et à cette façon de voir les choses, on s'est dit finalement, ce test, il nous remet en question sur plusieurs aspects. Il nous remet en question sur des sujets d'outils, on a bien vu, sur des sujets de mesure, sur des sujets de regarder peut-être en 3D plutôt les projets qu'en 2D. On voit qu'aujourd'hui, la question des sols devient un sujet très présent dans nos évaluations. Et donc, avec cette nouvelle façon ou cette nouvelle proposition méthodologique, on s'est dit quelle proposition de récupération de cette création de valeur qu'on a démontrée pourrait être proposée. Comment faire pour que celui qui a initié le projet, souvent la collectivité, le propriétaire qui éventuellement a accepté aussi ces projets, soit intéressé et ne subisse pas, mais soit volontairement intéressé par ces questionnements. Alors, dans les mesures, on en a identifié de 4 natures que je vous présente rapidement. La question des fiscalités incitatives, fiscalité verte, c'est un sujet un peu compliqué actuellement et qui est certainement à lieu de grands débats. Mais on voit bien les rapports Pisani et autres aujourd'hui ouvrent des questionnements sur cette question de la fiscalité verte. Les outils non conventionnels, péréquation de valeur que je détaillerai un peu plus, le fait aussi de
soutenir en fait des constructibilités, soit d'espaces verts, soit à proximité de lieux de transport, pour valoriser en fait de façon beaucoup plus importante les investissements qu'on va nous-mêmes faire dans les transports et s'assurer qu'ils bénéficient facilement aux habitants et aux salariés les plus proches de ces transports. C'est-à-dire qu'en gros, on ne se retrouve pas avec une gare qui fonctionne très bien, mais de laquelle vous devez prendre votre voiture sur un parking pour ensuite aller dans votre lotissement à 5 km. Parce que là, on a vu aujourd'hui les rabattements sur les gares, c'est quasiment 80% de l'impact carbone d'un système ferroviaire. Donc tant qu'on ne règle pas ces sujets de rabattement ou de mobilité, on pourra faire des gares très performantes, ça ne suffira pas à décarboner à la hauteur des enjeux. Et puis aussi la question de comment on compte. Il y a les débats sur les comptabilités, peut-être que vous suivez sur double capital, triple capital, sur des sujets de fond qui doivent en fait être intégrés dans nos modèles d'investissement des entreprises, parce que sinon ça restera des bonnes paroles et des discours. En réalité, c'est quand vous passez les dossiers en comité d'investissement qu'on va vous demander réellement de quelle valeur on parle. Donc il y a vraiment une nécessité à modifier nos outils. Donc sur la question de la fiscalité incitative sur les usages écologiques des fonciers, il y a différentes façons de le penser. Il y a des sujets de taxes d'aménagement. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est un peu ce qui est le plus connu. Donc c'est dans le support, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Tout ce qui va être plutôt là de l'ordre des outils qu'on appelle non conventionnels. Donc dans les outils non conventionnels qui permettraient de valoriser potentiellement ces services écologiques rendus par des fonciers, il y a l'idée de travailler sur des compensations carbone volontaires. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'acteurs qui ont besoin de compenser ou qui auront besoin volontairement de compenser du carbone. Donc pourquoi pas travailler autour de cette question. Vous avez aussi l'idée d'un fonds qui permettrait une péréquation entre les projets qu'on dit pollueurs et les projets les moins pollueurs ou les plus vertueux, parce que dans certains territoires, on arrivera à trouver des systèmes de péréquation, mais dans d'autres territoires, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc il y a certainement une péréquation à mettre en place. Nous, concernant SNCF, aujourd'hui, on utilise un outil qui s'appelle PIC et CAC. Alors, ça peut faire sourire, mais en gros, c'est un prix interne du carbone ou un coût d'abattement du carbone, ce qui nous permet, quand on réalise et qu'on passe des dossiers en comité d'investissement, de justement se dire, OK, ce projet, de combien de carbone je vais économiser et comment ça rentre dans ma valorisation de mon bilan financier de projet. Et puis ensuite, donc les questions de valorisation, de valeur verte à l'acquisition d'un foncier, ça c'était c'était par rapport à la question éventuellement si vous avez fait des travaux particuliers sur ces valeurs vertes, ou si vous avez choisi volontairement par exemple de désimperméabiliser des sols, est-ce que ça peut être d'ores et déjà intégré dans le prix du foncier ? Et un sujet qui nous semble important, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'on voit que via les droits de mutation, on peut retrouver une partie de la valeur, par exemple, que crée un espace vert, sauf qu'il y a un sujet de portage. En fait, la question, c'est comment on tient les 30 premières années pour que la collectivité arrive à financer. Et donc là, on se dit que sur l'angle du système bancaire et des investisseurs, il y a certainement un nouveau sujet d'investissement que sont les équipements à vocation écologique, qui pourrait être un sujet d'investissement demain et pas être laissé de côté à, en effet, des acteurs qui feraient uniquement de l'extra-financier. Enfin, sur les bonus de constructibilité, ça c'est assez classique. Vous avez dans la loi 3DS la possibilité de déroger au PLU. On propose qu'à proximité des espaces de transport décarbonés, alors ce qu'on a appelé nous un territoire du kilomètre, parce que là on n'est plus forcément dans la ville très dense, mais en tout cas qu'on réfléchisse à cette compacité aux abords des lieux de transport décarbonés, qu'on réfléchisse à cette diversité, à cette renaturation, et qu'on considère en effet des bonus de constructibilité pour équilibrer le tout. Bon, ça, c'était sur cette cohérence transport et urbanisme qui nous semble un point essentiel, parce que si on n'est pas au rendez-vous de ces nouveaux investissements sur le ferroviaire, on aura des grosses difficultés. Et pourquoi pas considérer finalement demain l'infrastructure ferroviaire ou en tout cas l'infrastructure décarbonée de transport comme un équipement écologique. Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Ça, c'est tous les sujets aux abords de ces futures gares, en effet, en particulier dans le cadre des SERM, où il y a certainement beaucoup plus à faire sur la compacité et l'occupation de ces sites, avec justement ce critère de se dire finalement un espace vert qui sera à proximité d'une gare, est-ce qu'il ne bénéficie pas aussi de façon très importante à l'ensemble des habitants. Et ça, on avait fait des petits tests sur des gares type, par exemple à Lunel, pour essayer de montrer justement
Ce qui est intéressant, mais ça c'est plus des documents de travail interne, de se dire voilà, qu'on a une gare, on a des projets de valorisation, en fait on se rend compte qu'en gros on va travailler aujourd'hui sur les 300 mètres qui sont aux abords de cette gare, mais que dès 500 mètres et encore plus à 800 mètres, il n'y a finalement pas du tout la question de savoir comment il y a des services rendus réciproques entre le tissu urbain et l'équipement de transport. Voilà, j'étais dans les temps. Ah oui, c'est bon, presque. Pardon. Alors, il nous reste quelques minutes pour des questions. S'il y en a dans la salle, on peut vous faire passer un micro. C'est l'heure difficile des questions. L'heure de la digestion. Est-ce que, je ne sais pas si vous, dans vos structures, vous avez commencé des types de comptabilité qui intègrent l'extra-financier dans les modèles C'est justement une question sur laquelle on travaille avec le NTPE, par exemple, sur laquelle on serait ravis d'avoir d'autres partenaires qui nous rejoignent, qui nous aident à monter ces bilans. Donc, je ne sais pas si c'est des sujets qui... Bonjour, Suzanne Brody, Eurométropole de Strasbourg, enchantée. Merci pour cette présentation. Je la repasserai bien au ralenti, mais je ne sais pas si ça sera possible de l'avoir. Si, bien sûr. Parce qu'en fait, c'était très riche. C'est vrai que... Non, mais merci à vous. Les questions de fiscalité, on a beaucoup plus l'habitude de les traiter, et c'est l'entrée qu'on utilise dans les collectivités. Mais ceci dit, on n'est pas allé jusqu'au bout de tout ce qu'on pouvait faire avec les questions de fiscalité. Et je pense qu'en tout cas, ce n'est pas à écarter et à bien intégrer pour pouvoir en tenir compte. Et vous demandiez s'il y avait des territoires qui faisaient. Donc nous, on teste le 0,1 imperméabilisation nette avant que le ZAN apparaisse un jour ou pas, puisque ça semble fortement compromis. En tout cas, nous, on a mis en place le 0,1 imperméabilisation nette. Et on travaille aussi sur le bilan carbone des opérations pour essayer justement, du coup, de tester des méthodes pour l'appliquer. C'est un travail qu'on réalise notamment avec l'agence d'urbanisme, l'ADUS, à Strasbourg. D'accord, voilà. Super. Belle expérience. En tout cas, qui prouve qu'il y a des vraies créations de valeur et que, certes, aujourd'hui, on n'a peut-être pas de quoi les mesurer, mais ça va devenir demain un point essentiel dans nos modèles économiques en réalité, donc, y compris sur la réparation. Alors là, c'est encore un troisième sujet, mais comment réparer ce qu'on a abîmé jusqu'à maintenant. Une autre question peut-être dans la salle ? Moi, je peux vous poser une question. Je vous en prie, allez-y. Je voulais savoir si, dans cet objectif que vous avez donc, de mesure, si vous travaillez avec des partenaires pour vous aider, éventuellement pour mettre en place un outil. Oui, alors c'est ce que j'ai évoqué. On a créé un groupe de travail là, qui commence autour de la question de la comptabilité triple capital, donc avec le NTPE de Lyon et différents acteurs, des EPA, des EPF, pour justement se dire si on appliquait ces modèles à la question urbaine, puisque en fait aujourd'hui dans le cadre de la taxonomie verte, il y a des obligations qu'on va devoir remplir au titre des ESG, hein, donc de toute façon qu'on le veuille ou pas, c'est désormais des éléments de performance économique de nos structures. Comment ça, si on l'applique à une opération urbaine, ça peut fonctionner et à quelle échelle ça fonctionne. Et en fait on se voit que réfléchir cycle de vie à l'échelle d'un projet urbain sur en gros les 4 composantes eau, air, sol, terre et énergie, remet en question beaucoup de nos modèles. Et si on n'est pas capable en fait de proposer des solutions durables autour de ces 4 éléments, les projets auxquels on pense aujourd'hui vont finalement soit peut-être avoir du mal à se réaliser, soit nous coûter tellement cher qu'on n'arrivera plus à les endosser. Donc il y a un vrai sujet de choix et de renoncement éventuellement à certains projets. Mais ça ne veut pas dire que pour autant il n'y a pas de valeur qui se crée dans ce renoncement. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de démontrer dans des calculs très compliqués pour lesquels des ingénieurs avec des super logiciels nous font des mesures. Donc peut-être dans un an on pourra venir vous présenter ces modèles, j'espère. D'autres questions ? Oui. Une des questions auxquelles on est tous confrontés sur ces sujets, c'est comment est-ce qu'on arrive à être sûr qu'une entité comme la vôtre, mais c'est vrai avec toutes les entités, font converger la société vers ce qui est en gros les accords de Paris, la stratégie nationale bas carbone et plein d'autres objectifs au-delà du carbone. Est-ce que du coup le fait de rentrer dans ces questions de fiscalité, d'essayer de donner du poids monétaire et en gros concret aux choses, vous arrivez en même temps à vous dire ok, on a une vision
clair sur, en gros, le rôle de SNCF Immobilier dans la trajectoire nationale, ou est-ce que vous vous heurtez un petit peu comme tout le monde à cette question-là, de se dire finalement on ne sait pas exactement ce qu'on est censé faire au-delà des choses écrites comme la RE 2020, la taxinomie, etc. Alors je pense que ce qui nous aide beaucoup, même si c'est lourd, c'est que comme on est une boîte qui fait de l'industrie, aujourd'hui on a un sujet absolument stratégique qui est notre fourniture en énergie. Et donc du coup, à partir de ça, ça a été le début aussi d'une nouvelle réflexion, de se dire, ok, on consomme de l'énergie, mais est-ce que demain on ne peut pas produire de l'énergie ? Et donc on a une posture globale aujourd'hui, au vu de ces questions, qui est en train de bouger, c'est-à-dire de la question de consommateur de ressources, comment je deviens producteur de ressources. Dans cette production de ressources, il y a le transport décarboné, il y a l'énergie. Donc on a créé récemment une filiale qui s'appelle SNCF Renouvelable. Donc l'essentiel du travail va être de produire de l'énergie sur nos propres fonciers pour nos propres usages. Et évidemment, s'il y a de l'énergie supplémentaire pour d'autres usages. Et ça, c'est assez important. Je pense qu'aujourd'hui, quand on réfléchit à des stratégies, à des projets, de mettre tout de suite le sujet de la ressource au cœur de la question. Est-ce qu'on est capable finalement d'assurer les ressources pour la pérennité de ce projet ? Et comment on peut mutualiser ou en tout cas produire nous-mêmes des ressources qui vont permettre de répondre à ces sujets-là. Et par rapport à ta question, on a commencé aussi à travailler sur la question de l'eau. Alors c'est un autre questionnement, mais finalement on se dit aujourd'hui sur l'eau, il va certainement être nécessaire de travailler des questions de châteaux d'eau qu'on avait jusqu'à maintenant qui servaient à mettre l'eau dans les trains vapeur. Ces châteaux d'eau qu'on démolissait parce qu'il n'y avait plus forcément d'usage, peut-être que demain, c'est une ressource hyper précieuse pour stocker de l'eau, absolument vitale pour certains services ferroviaires. Et donc, on voit bien que le regard sur nos actifs et sur la valeur de ces actifs est en train de bouger quand on met la question de la ressource comme le cœur de nos stratégies. Mais c'est parce qu'on fait de l'industrie, donc forcément, on est très vite percuté par la question ressources et fabrication, production. Eh bien, on arrive à la fin de notre keynote. Merci en tout cas d'y avoir assisté. Merci à vous. J'imagine que Charlotte est disponible pour les questions. Volontiers. Voilà, vous avez quelques minutes pour rejoindre du coup, les salles qui vous intéressent. Merci.